Bonsoir, nous sommes le mardi 17 novembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. On commence tout de suite avec les titres de notre actualité. Les bénévoles de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines étaient sur le terrain des attentats à Paris vendredi soir. Ils restent plus que jamais en état d'alerte. Précision en plateau avec Jean-Luc Ghisselin, son président. La Banque alimentaire de Montigny-le-Bretonneux a 20 ans. Son responsable viendra nous expliquer son action, lutte contre le gaspillage, partage, dons et gratuité. Voici quelques-uns de ses mots d'ordre. Et enfin, le premier festival du film documentaire de Saint-Quentin en Yvelines vient de se refermer. Nous ferons le bilan. Et 3 jours après les attentats de Paris qui ont lieu le 13 novembre, le président de la République s'est adressé au Parlement à Versailles dans la salle du Congrès. Hier après-midi, François Hollande a rendu hommage aux victimes et aux forces de l'ordre en s'adressant aux députés et sénateurs. Il a aussi multiplié les annonces, notamment sur l'état d'urgence. Le point avec Mélanie Poquet et William L. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. François Hollande, Manuel Valls, Claude Bartolone et Gérard Larcher rassemblés à Versailles pour un congrès exceptionnel. Lundi, en fin d'après-midi, le chef de l'État s'est adressé au Parlement au complet pour appeler notamment à l'unité nationale. On a là, oui, je crois, un discours d'une très grande force et qui est de nature à donner de la chair à l'unité nationale. C'est une unité nationale qui ne se discute pas. Un point important aussi sur la question de la coalition internationale autour d'une seule et unique coalition internationale autour de la lutte contre Daesh, même s'il a rappelé que pour nous, ce qui nous différencie d'autres pays, Bachar al-Assad n'était pas la solution en Syrie. Initialement prévu pour 12 jours, l'état d'urgence pourrait être prolongé de 3 mois, avec un projet de loi présenté mercredi au Parlement. 3 mois, je ne sais pas si ça suffit, mais en même temps, je pense qu'il est indispensable de prendre les mesures qui ont été précisées. C'est aussi des perquisitions, c'est des mesures de police supplémentaires. Ça n'est pas ce qui résoudra tout, mais il faut dans un même temps les ajouter. Autre annonce, des renforts militaires, policiers et douaniers, avec un total de 8500 postes créés d'ici 2 ans. Du côté de l'opposition, si on salue les annonces faites, on regrette le temps perdu. Aujourd'hui, la priorité, c'est le concret, c'est Noël, c'est la sécurisation de tous les lieux recevant du public, c'est organiser des portiques de sécurité dans tous ces établissements, c'est mettre en cohérence le fonctionnement de toutes nos forces de sécurité, assurer une meilleure sécurité dans les transports en rendant obligatoire le port de la carte d'identité dans ces transports, comme le demande aujourd'hui la SNCF. Pour Jean-Frédéric Poisson, député du Parti chrétien-démocrate de la 10e circonscription des Yvelines, qui souhaitait un rapprochement avec la Syrie, le discours est sans doute de nature à rassurer les Français. Mais que de temps perdu sur tout le reste, coalition internationale unifiée, déchéance des nationalités pour les étrangers coupables d'actes terroristes, remise à plat des accords de Schengen et rétablissement des contrôles aux frontières, modification des conditions d'engagement des armes des policiers sont demandées depuis des mois par l'opposition. Le chef de l'État souhaite aussi faire évoluer la Constitution en rapport avec les événements. Une rencontre avec ses homologues américains et russes est prévue la semaine prochaine. Et dans de nombreuses villes du département, les hommages aux victimes des attentats de Paris, qui ont fait, je le rappelle, 129 morts et 352 blessés, bilan provisoire, se sont succédés hier, toute la journée. À Saint-Cyr-l'École, un rassemblement était prévu à 19h devant l'hôtel de ville. Patrick Jacques de Dixmude et Sephora Namani se sont rendus sur place. En ce jour, et je pense que c'est le sentiment de tous ici, nous sommes partagés entre le chagrin et la colère. C'est par ces mots que le maire de Saint-Cyr a défini l'émotion de ses concitoyens lundi soir sur le parvis de la mairie. Après l'horreur, place au recueillement. Près de 250 habitants de la commune se sont déplacés afin de rendre hommage aux victimes des attentats de ce week-end. Nous sommes tous français, quelles que soient nos origines. Et nous voulons montrer à ceux qui ont fait ça et à ceux qui pourraient avoir l'idée de recommencer que nous n'avons pas peur et que la France, elle est une et indivisible. L'émotion était palpable parmi les participants. Après 1 minute de silence, petits et grands ont entonné la Marseillaise accompagnée de la fanfare de la commune. C'est ensuite sur le mur des mots qu'ils ont adressé leur soutien aux blessés. Un acte de solidarité qui sera envoyé aux hôpitaux Saint-Antoine et de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pour soutenir les personnes qui sont blessées, pour qu'elles se battent pour rester en vie.
et pour leur dire qu'on est là et qu'on est avec eux. Il faut être avec ces gens qui ont tellement souffert, malheureusement pas pour ceux qui sont partis, mais enfin ceux qui sont en train de souffrir. Les habitants ont ensuite déposé des fleurs et des bougies sur le sol, comme autant de lumière contre le terrorisme. Et nous recevons en plateau ce soir Jean-Luc Guisselin, président de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau. Alors vendredi soir, pendant les attentats tragiques de Paris qui ont fait 129 morts et 352 blessés, bilan provisoire, vous avez, vous la Croix-Rouge, été mobilisés. Dès 21h55, donc la Croix-Rouge française a lancé son dispositif Aramis, le plan d'action régional sur accidents multisites avec intervention spécifique en Ile-de-France, en appui des pouvoirs publics. Et au cours de la nuit, plus de 300 volontaires de la Croix-Rouge française sont intervenus pour porter secours aux victimes. D'ailleurs, 70 bénévoles des Yvelines étaient sur place et 10 de Saint-Quentin ont été mobilisés. Comment ça s'est un petit peu déroulé justement? Vous avez été appelés par les pouvoirs publics? C'est-à-dire que la Croix-Rouge fait partie des commissions d'urgence aussi bien nationales que régionales ou départementales. Et donc, nous avons immédiatement été avisés d'un besoin. Et les instructions étaient de mobiliser le maximum d'équipes puisqu'on ne savait pas exactement où on serait. Donc, nous avons fait un premier appel. Nous avons pu réunir immédiatement environ 350 bénévoles ou volontaires, parce qu'on a quelques salariés quand même qui sont sur Paris. Et nous avons pu mobiliser toute une série de véhicules. Ça s'est bien vu à la télévision. Il y avait notamment l'ambulance de la Croix-Rouge de Saint-Quentin-en-Yvelines qui était là-bas sur Paris pour faire les transports qui étaient nécessaires. Et donc c'est toute une organisation, je ne vais pas dire militaire, mais presque, de contact systématique des bénévoles qui répondent pour donner leur disponibilité et ensuite qui sont appelés avec un endroit où ils doivent se rendre immédiatement selon l'urgence. Avec le véhicule ou son véhicule, dans tous les cas en uniforme, et prêts à assumer les missions qui leur seront confiées, avec des responsables qui ont sur chaque site, sur un responsable régional qui gère la totalité du dispositif. Alors les équipes ont participé au centre d'accueil et de soutien psychologique mis en place à l'Hôtel-Dieu à Paris, ainsi qu'à la mairie du 11e arrondissement. Voilà, quelle a été un peu leur action, justement? L'action, dans ce cas-là, c'est de recueillir les personnes, de les accompagner, de les mettre en rapport avec des psychologues, parce que nos bénévoles sont pas, on a quelques bénévoles psychologues, mais ils ne sont pas tous préparés à la mission. Mais bon, ne serait-ce qu'accompagner les personnes, les transporter, les ramener chez eux après coup, évaluer un peu la gravité de la situation avec des questionnaires qu'ils font passer aux différentes personnes pour voir l'état réel et pour analyser la situation exacte de chaque bénéfice, chaque personne qui est en difficulté. Alors c'est une situation inédite donc pour la France, mais aussi pour vous. Comment ont réagi peut-être les bénévoles? Ils ne s'attendaient certainement pas à ça. C'était compliqué sur place? C'était compliqué parce que voir autant de personnes en situation de détresse comme on a pu voir, c'est dans tous les cas très compliqué. On a fait le maximum pour accompagner les bénévoles qui sont engagés à la Croix-Rouge sont là dans tous les cas pour gérer des situations d'urgence. Donc là, c'était une situation très extrême, mais on avait déjà connu les problèmes du mois de janvier, on avait déjà participé à toutes ces actions. Donc, je ne vais pas dire que les bénévoles sont rompus, parce qu'on n'est jamais rompu à de telles choses, et ce qu'on peut accepter correctement un jour, le lendemain, on ne va pas être capable de le supporter, mais donc on accompagne nos bénévoles également dans la gestion de leur stress tel qu'il peut apparaître également, éventuellement. Le plan donc Aramis a été déclenché, il est toujours d'actualité? Alors non, pour l'instant c'est terminé puisqu'il n'y a plus de sites. Aramis c'est multisite et pour tout ce qui est accident ou autre, donc non c'est terminé. Par contre nous sommes en renfort des cellules psychologiques d'appel du ministère pour recevoir tous les appels des personnes, à la fois pour les diriger quand elles recherchent un proche ou quand elles ont besoin d'une aide psychologique ou autre.
Vous avez justement, vous êtes toujours en appui cette situation. Voilà, il y a une nouvelle organisation du coup pour l'action de la Croix-Rouge en soutien des pouvoirs publics qui va durer, peut-être des nouvelles choses qui vont être mises en place. Nous réagissons en fonction des besoins qui sont exprimés et des demandes qui sont faites. Là, nous avons une dizaine de bénévoles à temps 24 heures sur 24, donc ils sont en équipe, par équipe de 5 heures ou 6 heures, je crois. Et donc, nous sommes en appui. Donc, les bénévoles qui étaient disponibles et qui avaient les qualités pour le faire ont été sélectionnés et se sont inscrits et vont répondre au centre de réponse là où il leur est demandé d'aller. Est-ce que vous, voilà, en tant que les associations comme la Croix-Rouge, c'est très important, votre action est aussi très importante dans ce genre de situation. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont changer aussi à votre niveau, peut-être au niveau, je sais pas, peut-être de la formation des bénévoles qui ne s'attendaient certainement pas à se trouver dans une telle situation? Pour l'instant, on est dans l'analyse. Je ne peux pas savoir, je n'ai pas encore d'informations sur le fait que nous allons devoir revoir certaines choses. C'est pas impossible. Encore que l'organisation est bien rodée, nous faisons régulièrement des exercices nous participons aux exercices du SAMU et des pompiers éventuellement pour en faire toutes ces actions en commun. Mais bon, on était dans tous les cas pas préparés, et personne n'était préparé à une action aussi dramatique que celle-là, à plusieurs endroits, avec autant de personnes qui soient prises dans l'étau de ces terroristes. Est-ce que peut-être un plan d'action va être mené, parce qu'on a vu que les hôpitaux ont réagi quand même assez rapidement, vous-même vous avez réagi assez rapidement, il y a des choses qui vont être mises en place justement pour un meilleur fonctionnement avec les hôpitaux si cette situation est amenée à se reproduire, vu que voilà, on est toujours en état d'urgence actuellement? Écoutez, comme vous le dites, ça a quand même relativement bien fonctionné, donc on va essayer de gommer les petites imperfections qu'on a pu trouver à droite ou à gauche. Nous, ici sur Saint-Quentin, nous avons 2 véhicules qui sont prêts à partir avec tout le matériel et c'est vrai qu'en une demi-heure, tout est prêt et tous les bénévoles ont rejoint le local et nous avons tout le matériel qui est nécessaire, oxygène, pansement, enfin bon, tout ce qui est défibrillateur, enfin tout le matériel qui est nécessaire pour pouvoir aider. Donc encore une fois, on va analyser. Là, c'est un peu trop récent pour savoir vraiment ce qui a bien fonctionné ou mal fonctionné. Dans les grandes lignes, on n'est pas trop mécontent du fonctionnement. Je vous dis, on va analyser vraiment. Chaque équipe a fait ses remontées de rapports pour dire ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Donc on va analyser tout ça et nos responsables des urgences vont ensuite prendre les décisions qui sont à prendre. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un message peut-être à faire passer? Est-ce qu'il y a vous attendez peut-être plus de bénévoles aujourd'hui pour la Croix-Rouge pour faire face à telle situation? Est-ce qu'il y a eu un réveil des consciences par rapport à ça? Pour l'instant, c'est encore un peu frais. C'est vrai que la Croix-Rouge n'a pas beaucoup communiqué. C'est pas le moment de communiquer quand c'était aussi dramatique que ça a pu l'être ce week-end. Mais bien sûr, plus on a de bénévoles formés à un secouriste, ça prend entre 1 an et demi au total, parce que c'est quand même des formations assez pointues et ce sont des situations qui sont assez tendues. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas mettre n'importe qui sur le terrain. Donc avant qu'un secouriste puisse vraiment aller sur le terrain avec des responsabilités, il faut qu'il ait été formé spécifiquement. Donc comme ce sont principalement des jeunes, et que les jeunes, par principe, ça bouge, ça se marie, ça déménage, ça prend des emplois éventuellement éloignés, donc on a un turnover relativement important, et donc on est toujours en recherche de nouveaux bénévoles dans cette activité-là ou dans les autres. Merci beaucoup Jean-Luc Guillain d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Nous saluons bien évidemment votre action et le courage de tous les bénévoles de la Croix-Rouge. Et enfin, après les tragiques attentats du vendredi 13 novembre à Paris, les Français se sont mobilisés et vous étiez nombreux à vous déplacer spontanément pour donner votre sang. Conséquence, l'EFS, l'établissement français de don du sang, a enregistré des dons records, comme au centre hospitalier de Versailles. Regardez. Plus de 200 dons au Chesnay ce samedi. C'est presque 2 fois plus que d'habitude pour ce jour de la semaine.
Par solidarité pour les victimes des attentats tragiques de vendredi à Paris, ils sont nombreux à s'être déplacés. Pour certains, ce n'est pas dans leurs habitudes. Je ne l'avais jamais donné avant. Parce que tout simplement, depuis que je suis majeure, j'avais pas mal de piercings, de tatouages, et avec ce qu'ils demandent, c'est trop de restrictions, donc du coup c'était pas possible de le faire. Puis là, c'est vraiment les événements de ce week-end. La première fois, c'était Charlie Hebdo, pareil. Moi, j'ai mon école qui est juste à la place de la République. Donc nous, carrément, on était venus dans notre école pour participer au don du sang. Donc c'était la première fois, et là, du coup, c'était la deuxième fois. Sur toute la France, 9000 dons ont été enregistrés, un record pour le FS, plus habitué à recenser 2000 donateurs habituels. Les stocks ont permis en Ile-de-France de gérer les besoins actuels pour les blessés des attentats. L'établissement a reçu suffisamment de dons, mais appelle ses donateurs à rester mobilisés. Nous allons avoir besoin de ces mêmes donneurs spontanés dans les 3 semaines qui viennent, voire 4 semaines. Tous les blessés de vendredi vont subir des interventions chirurgicales, là pour le coup réglées et non pas d'urgence. C'est ce qui s'est passé vendredi dans les hôpitaux, c'est la chirurgie de guerre, donc on a fait à l'urgence. Maintenant il y a toute la chirurgie réparatrice, elle est abdominale, elle est thoracique, elle est orthopédique, et l'abdominale et le thoracique, ça consomme du sang même avec les meilleures techniques. Les donneurs spontanés de samedi ne pourront être prélevés avant le 15 janvier. L'opérateur de transfusion français espère que cet élan de solidarité sera durable et compte aussi sur ses habitués. Les attentats, c'était un prétexte pour venir encore une fois, mais on donne tous les 3 mois environ. Et je pense que c'était important, c'est surtout important pour les premiers donneurs qui font leur carte et qui après reviennent aussi régulièrement quand nous, on vient mais on est trop peu à venir. Il faut attendre 8 semaines entre chaque prélèvement de sang. C'est pourquoi le FS appelle plutôt les donneurs à venir pendant les vacances de Noël, une période creuse habituellement. Et vous l'avez entendu, plus de 9000 candidats aux dons de sang se sont présentés sur les lieux de collecte partout en France ce samedi 14 novembre. Le FS tenait bien sûr à les remercier. Pour l'instant, les collectes mobiles sont interrompues pour cause de sécurité, mais pourraient reprendre dès jeudi. L'établissement français du sang invite donc les donneurs à continuer à se mobiliser dans les prochains jours et les prochaines semaines et rappelle que 10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Et enfin, toujours suite aux attentats de vendredi, le plan blanc a été déclenché dans tous les établissements hospitaliers du département. Un dispositif de mobilisation maximale prévu pour les situations sanitaires d'urgence de crise. Inscrit dans la loi depuis 2004, il permet aux établissements de santé publics et privés d'organiser immédiatement les moyens humains et matériels pour faire face à l'afflux des patients ou des victimes, en donnant notamment le retour des médecins et infirmières sur leurs jours de repos. C'est dans cette petite boutique de Saint-Quentin-en-Yvelines que des bénévoles s'activent pour venir en aide aux familles démunies de l'agglomération. Son nom, Baliski. Elle fête ses 20 ans d'existence cette semaine. Une des belles récompenses qu'on peut avoir, c'est les visites de familles qui reviennent nous voir pour nous dire qu'elles sont sorties de la difficulté où elles étaient, qu'elles se trouvent bien. Quand il nous arrive de faire une collecte alimentaire, on peut rencontrer aussi des familles qui se montrent d'ailleurs particulièrement généreuses et qui sont passés par Baliski. L'association s'adresse aux familles en difficulté porteuses d'un projet ayant besoin d'une aide temporaire. Et désolé pour ce petit problème technique. Nous recevons en plateau Dominique Servet, président de la Baliski. Les images que vous venez de voir, Baliski, c'est une boutique alimentaire qui contribue également au projet de réinsertion des familles connaissant des difficultés. Alors pour les 20 ans de l'association Baliski, nous sommes allés faire un tour dans votre association, justement. Une trentaine de bénévoles travaillent dans cette boutique qui procure des produits alimentaires et d'hygiène à prix réduit. Fanny Bourdillon et Patrick Jacques de Dixmude. C'est dans cette petite boutique de Saint-Quentin-en-Yvelines que des bénévoles s'activent pour venir en aide aux familles démunies de l'agglomération. Son nom, Baliski. Elle fête ses 20 ans d'existence cette semaine. Une des belles récompenses qu'on peut avoir, c'est les visites de familles qui reviennent nous voir pour nous dire qu'elles sont sorties de la difficulté où elles étaient, qu'elles se trouvent bien. Quand il nous arrive de faire une collecte alimentaire, on peut rencontrer aussi des familles qui se montrent d'ailleurs particulièrement généreuses et qui sont passés par Baliski. L'association s'adresse aux familles en difficulté porteuses d'un projet ayant besoin d'une aide temporaire. Elle doit sa notoriété depuis 20 ans au financement de nombreux contributeurs. L'association bénéficie de dons, déjà du Conseil général, de la CASCI, des 4 communes où on a des familles, donc Montigny-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux, Magny-les-Hameaux, Billancourt. On a des dons privés aussi qui viennent des entreprises.
Et puis Baliski organise tout au long de l'année régulièrement des spectacles, un concert de jazz, un concert de piano, il y a des pièces de théâtre. Donc ça nous fait effectivement un apport de fonds qui permet à Baliski de pouvoir joindre les deux bouts. Tous les mois, Baliski peut accueillir 54 familles sur 3 mois renouvelables, ce qui représente 500 personnes chaque année. Rebonsoir Dominique Servet, alors vous êtes le président de Baliski, merci d'être venu sur notre plateau. Alors on a vu un reportage donc présentant l'action de l'association. Alors c'est une boutique alimentaire, mais il y a aussi un réel accompagnement des familles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est-à-dire que je pense que les familles ont besoin d'être nourries quand elles ont des difficultés financières, d'être aidées sur le plan nourriture, mais elles ont aussi besoin d'être aidées sur le plan du comportement, du respect. Et donc nous sommes amenés avec ces familles à rencontrer ces familles et qui font une liste de courses d'épicerie traditionnelles, d'épicerie ou de soins d'hygiène, etc., mais qui en même temps vont rencontrer nos bénévoles qui s'occupent de les écouter, de les comprendre, de les aider dans les démarches de papier, de santé, de droits sociaux, etc. Voilà. Donc, et éventuellement aussi dans les démarches de loisirs. Voilà. Alors comment sont un petit peu choisies ces familles ? Est-ce qu'on peut aller directement dans votre association pour se faire aider ? Comment ça se passe ? Non, alors c'est l'ensemble des familles que nous recevons nous sont adressées par des travailleurs sociaux qui travaillent sur ces 4 communes et qui sont des professionnels. Et avec ces travailleurs sociaux établissent avec la famille concernée un projet de réinsertion, puisque nous recevons essentiellement des familles qui sont en difficulté, mais qui ont une capacité, si on les aide pour faire un petit pas complémentaire, une capacité à rebondir et à revenir dans une vie normale. Donc le travailleur social va faire un projet et va nous adresser ce projet. Nous avons une fois par mois une commission des familles avec des bénévoles qui ont l'habitude d'étudier ces dossiers et nous allons prendre les familles avec comme objectif que 3 mois après, la famille puisse être autonome, retrouver une certaine autonomie. Bon, il ne faut pas se leurrer, 3 mois après, toutes les familles n'ont pas retrouvé leur autonomie, donc on le renouvelle normalement une fois. Quelquefois, par exception, on va le renouveler une fois de plus, un peu plus longtemps. Voilà. Alors vous fêtez vos 20 ans. Oui. Alors c'est une longévité importante. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans votre activité, peut-être une précarité plus importante ? Oui, certainement, mais en ce moment, depuis 2 ou 3 ans, on sent qu'il y a une précarité plus importante. On le sent à deux indices pour nous. C'est d'une part que les familles consacrent plus de budget et restent un petit peu plus longtemps, c'est-à-dire qu'elles ont plus de mal à sortir de la difficulté. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que, et ça c'est un aspect qui est difficile pour nous, c'est que certaines familles ne vont pas venir parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent pour participer au montant de participation qui leur est demandé chez nous. D'ailleurs, ce montant est de ? C'est de l'ordre de 40%, 45% du prix normal en boutique, en supermarché, si vous voulez. Donc ça n'est pas de l'aide d'urgence que nous faisons. Nous sommes sur un autre domaine et les familles éventuellement vont aller en aide d'urgence où là elles peuvent avoir de quoi manger. Je dirais pour des montants très, très limités. Alors, il nous arrive, bien sûr, de donner à des familles qui n'ont pas de quoi se nourrir, de donner quelque chose, mais c'est l'exception. C'est pas le fonctionnement normal de notre boutique. Alors, comment fait-on si on souhaite, par exemple, devenir bénévole ? Vous êtes certainement à la recherche de bénévoles ou peut-être de dons également pour l'association ? Eh bien, on s'adresse à la boutique alimentaire Baliski, qui a un site internet, Baliski. Enfin, si on fait dans Google Galicie, on trouve le site internet, je ne connais plus par cœur, mais qui est à la maison Louis Jouvet, à la Sourderie, sur Montigny. Et puis là, on rencontre la responsable qui a l'habitude de voir les bénévoles. Et en fonction des périodes et des besoins, on va accueillir des bénévoles avec grand plaisir. Justement, la période de Noël est peut-être une période où vous avez plus de besoins ? Comment ? La période de Noël qui arrive est une période où vous avez peut-être plus de besoins ? Oui, mais il y a quand même besoin quand on est bénévole, il faut s'intégrer dans l'équipe, hein, parce que c'est tout un ensemble de respect des personnes. Donc, il y a des bénévoles, mais il y a aussi des personnes qui nous aident, comme par exemple, on a fait cette année, en liaison avec d'autres associations, une opération de soins de beauté pour les femmes.
C'est quelque chose de très fort pour des personnes qui n'ont plus de quoi se... Et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui marque beaucoup. Et là, on a des personnes qui ne sont pas bénévoles en permanence, mais qui sont venues nous aider pour faire ces soins de beauté. Vous voyez. Merci beaucoup Dominique Servet, je le rappelle, donc l'association Baliski, la boutique fête ses 20 ans. Et enfin, le festival Saint-Quentin a été inauguré jeudi dernier à l'UGC SkyWest avec en avant-première la diffusion de Demain, documentaire réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, un événement qui a rassemblé 470 personnes. Cependant, la programmation du festival n'a pas pu être maintenue dans son intégralité en raison des tragiques attentats de vendredi conduisant à la fermeture des salles de spectacle. Retour sur le bilan de ce festival avec Sephora Namani et William L. Jeudi dernier était inauguré à l'UGC SkyWest le festival Saint-Quentin, festival de documentaires autour de la thématique de l'environnement pour cette première édition. Projet initié par TVFil 78, ce festival a pour vocation de rassembler les acteurs locaux et de proposer un autre regard sur le monde. Rassembler sur un moment, là en l'occurrence sur 4 jours, des établissements très différents avec lesquels on travaille, avec lesquels on ne travaille pas forcément. TVFil c'est aussi un acteur du territoire, donc je trouvais bien de travailler avec les autres sur ce moment. L'important c'est de fédérer autour d'un événement culturel au sens large, que ce soit des salles de cinéma, de spectacle ou d'autres lieux comme les universités, pour pouvoir créer un événement qui est un peu différent de ce qu'on peut vivre dans un cinéma classique et de pouvoir faire participer un public dans différents lieux du territoire. Initialement prévu du 12 au 15 novembre, le festival devait proposer, outre les projections de documentaires, des débats, expositions ainsi que des ateliers pratiques ouverts au public pour s'initier aux différentes techniques de cadrage. Un projet qui a su fédérer le public. C'est toujours bien quand il y a un festival qui se crée, ça fait bouger les limites du regard. Il se trouve que ce festival et le film qu'on vient de voir pose de belles interrogations sur la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est l'occasion vraiment de penser à autre chose et de voir des films qui peuvent changer des choses. C'est bien que ce soit fait ici. Ça change que ce soit tout condensé à Paris. Cependant, toute la programmation n'a pu être tenue en raison des attentats tragiques de vendredi. La cérémonie de remise des prix a été reportée, mais en attendant, les prix décernés sont les suivants. Prix TVFil pour Cobra Gypsy, prix des cinémas à prisonniers volontaires de la banquise et enfin le prix 3IS revient à Amoubeya. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition du 7-8 le journal en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée.